Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être sur UPR TV. Dans le cadre des entretiens que j'essaie de faire régulièrement avec des personnalités d'horizons très diversifiés, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Reza Afshar Naderi. Reza Afshar Naderi qui est iranien, le prénom c'est Reza, son nom de famille c'est Afshar Naderi. Je crois que vous descendez de l'un des Shahs d'Iran, de la dynastie 18e siècle. Du XVIIIe siècle, de l'un Nader Shah. Nader Shah, qui était effectivement un des Shahs d'Iran, celui qui avait, je crois, transféré le fameux diamant Koh-i-Noor, qui veut dire qui avait été trouvé à Golconde, qui montagne de lumière, montagne de lumière, voilà, qui maintenant a été coupé en morceaux, figure sur. Il a pris aux Indiens et puis les Anglais lui ont pris. Voilà. Donc. Vous êtes iranien, c'est un puits de science. Je vous ai rencontré dans une des manifestations récemment contre le pass sanitaire. Et c'est, comme vous allez le voir, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui vit en France depuis maintenant très longtemps, qui parle un français admirable et qui a été également docteur en littérature persane de la Sorbonne. Alors bonjour Reza, si je peux vous appeler par votre prénom. Alors vous êtes né où ? Alors, je suis né dans la province du Khorasan, au nord-est de l'Iran, et qui est présentée comme la province du pur parler persan. Donc, c'est là où sont nés des grands poètes, dont Ferdowsi, qui est le poète national, qui a écrit le Livre des Rois au Xe siècle. Voilà, vous êtes né à Mashhad. À Mashhad, et c'est la ville aussi où se trouve le mausolée de l'imam Reza. Donc qui est le 8e imam du chiisme duodécimain, qui Exactement. a été assassiné en 818. Oui, bien. C'est un des grands lieux de pèlerinage de l'Iran. C'est un lieu de pèlerinage, en même temps, c'est un lieu où, comme je vous disais, c'est une pépinière de grands poètes. Alors, Omar Khayyam, de la région, donc Nishapur, qui est dans la province du Khorasan, et puis d'autres auteurs, et puis un auteur aussi dont j'aimerais vous parler, qui est Shafi'i Kadkani, qui est né là-bas, et que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui m'a parlé de Lamartine. Alors, les Iraniens éduqués, mais même beaucoup d'Iraniens adorent la poésie. Je crois que c'est une des marques de fabrique de ce peuple. Oui, c'est l'art majeur. C'est l'art majeur en Iran. L'art majeur. Je voudrais dire tout de suite quelque chose, parce que ici, nous avons affaire au grand public. Tout le monde n'est pas très au courant de la culture et de la civilisation iranienne. Reza a parlé à l'instant même d'un grand poète qui s'appelle Omar Khayyam, qui est de Nishapur, donc dans l'est de l'Iran. Omar Khayyam, qui vivait à l'équivalent de notre Moyen-Âge et qui a fait des poèmes où il chante l'alcool. On est bien d'accord ? Oui, c'est ça. Il chante le temps présent. C'est un peu le Ronsard jouit du temps présent. Voilà. Et, non, je dis ça parce que souvent en France, on voit l'Iran à travers l'image qu'on véhicule, extrêmement rigoriste dans les médias, avec l'Iran des mollahs, le régime actuel. Mais en fait, la poésie persane, c'est une poésie qui est une des plus grandes poésies du monde, effectivement, et qui se compare peut-être à la plus haute poésie française. Oui. Et notamment avec c'est amusant de constater qu'un des grands poètes iraniens, il a fait beaucoup de poèmes où il chante notamment l'amour du vin, etc. Oui, c'est assez amusant. Oui, et puis il y en a d'autres aussi. Alors Khayyam, c'est le poète qui est le plus connu, mais le poète qui est le plus aimé des Iraniens. Il s'appelle Hafez. Hafez de Shiraz. Alors là, on est dans le Khorasan, au nord-est. Oui, et l'autre grosse pépinière de poètes, donc c'est où se trouve Hafez de Shiraz. Et donc pour vous dire l'importance de la poésie, encore tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an, des Iraniens de toutes conditions se rendent sur la tombe de Hafez de Shiraz pour lire sur sa tombe ses razals. Alors les razals, c'est l'équivalent du sonnet en France. C'est la forme majeure de la poésie en Iran, et en France, la forme majeure, c'est le sonnet. Donc c'est l'équivalent du sonnet en Occident. Le razal, c'est la forme majeure de la poésie en Orient. Asie centrale, Moyen-Orient, Proche-Orient et les pays arabes péninsulaires. Alors, vous avez évoqué le Livre des Rois, qui est du sommet de la littérature iranienne, et vous m'avez apporté, très gentiment, un ouvrage qui s'appelle L'Histoire d'un mythe, qui est un commentaire que vous avez fait, notamment du mythe du forgeron, de ce Livre des Rois. Donc, parce que Reza est un auteur assez prolixe, d'ailleurs on va le voir ultérieurement. Vous pouvez nous dire un peu en 3 mots ce que c'est que le Livre des Rois d'une part et le mythe du forgeron d'autre part ? Alors le Livre des Rois, c'est une somme poétique qu'on évalue à... Alors, en termes de vers,
plus de 100 000 vers. Donc, oui, c'est énorme. C'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la chanson de Roland, mais qui est toujours en vie et qu'on récite toujours. Il y a des cafés où on récite par cœur. Moi, j'en connais aujourd'hui, en Iran, aujourd'hui. Oui. C'est comme si en France, on récitait dans des cafés la chanson de Exactement, Roland. Voilà. Oui, c'est ça. Pendant l'époque médiévale, c'est populaire, hein, c'est pas un truc d'intello, c'est pas un truc d'élite. Vous aviez les troubadours en France, les bardes, qui se baladaient de village en village, qui récitaient par cœur des chansons de Roland, ils s'adaptaient, et puis donc ils faisaient de la jonglerie, et donc ils faisaient circuler ce savoir, et puis une langue aussi, ça c'est important. Il ne s'agit pas de cautionner un système impérial ou quoi que ce soit, mais c'est une langue et des traditions et des mythes et des images. Donc c'est comme ça qu'on maintient le lien d'une génération à l'autre. Et vous avez, donc on apprend ça très tôt, par cœur, et il y a des joutes poétiques, et puis vous avez des cafés où on récite, donc il y a des sortes de bardes, aujourd'hui encore, qui lisent et font avec donc toutes les gestes, ils imitent les combats. Et pour vous donner une idée qui est un peu plus vivant, prenez les samouraïs au Japon, vous qui connaissez un peu l'Extrême-Orient, c'est toujours vivant. Le code du Bushido. Le code du Bushido. Et puis il y a quand même, ils font ce qu'il faut pour que ça continue à vivre. Vous avez un réalisateur qui a réalisé donc les 7 samouraïs, qui a fait le tour du monde. Donc c'est une tradition très ancienne. Et en Iran, vous avez la même chose avec donc ces récits du livre des rois, mais la poésie en plus. Donc le livre des rois, c'est quoi ? C'est un peu l'histoire mythique de l'Iran, de la Perse, oui, c'est ça. C'est l'histoire. En gros, c'est l'histoire. C'est des mythes, des mythes, des légendes depuis les origines de l'Iran jusqu'à l'invasion arabe au 7e siècle. D'accord. Oui, parce que je précise aussi pour nos auditeurs, les Iraniens ne sont pas arabes, ce sont des Ariens. Ça n'est pas du tout la même ethnie que le monde arabe. Et c'est au 6e, 7e siècle, que l'Iran a été, dans les premières décennies de l'islam, a été envahi et a été islamisé. Alors, à l'intérieur, vous parlez donc du mythe du forgeron. Vous nous dites... Alors, je me permettrai d'ouvrir une parenthèse parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez parlé de la langue française, de la langue indo-européenne, et il faut préciser que c'est une langue indo-européenne. Oui. Une langue indo-européenne, c'est-à-dire les mêmes origines que les langues qui seront parlées en Germanie, France, donc c'est la même famille. Absolument. Comment on dit la mère en Modar. Comment Modar. Modar. Mother en anglais. Mutter en allemand. Voilà. Et mère en français, mater en latin. Voilà. Donc c'est la même origine. Voilà. Et voilà, c'est pas parce qu'il y en a qui se raccrochent, l'arianisme, mais non, ça n'a rien à voir. C'est des familles de langues. Et puis après, ce qu'on en fait politiquement, au travers de l'histoire, c'est autre chose. Mais c'est la même famille de langues, et que des langues indiennes. Absolument, c'est important à préciser. Alors, vous parlez du mythe du forgeron. Dites-nous ce que c'est que le mythe du forgeron. Alors, durant les premiers temps de l'Iran, il y avait des rois mythiques. Ce qu'on appelle la première famille, c'est des rois mythiques. Et donc, il y a un usurpateur venu de l'Ouest, donc des pays désertiques, des pays aux peuples porteurs de lances, donc des nomades, qui arrive donc en Iran et qui met à mort donc un de ces rois mythiques. Et la chaîne des rois est rompue. Le successeur, l'enfant de ce roi va se réfugier dans la montagne, et ce nouveau roi qui est l'usurpateur, de ses épaules pousse des serpents. Et donc c'est une sorte de créature démoniaque du diable. Et ce jeune prince, il se réfugie dans la montagne. Au bout de quelques temps, il revient. Bon, je simplifie parce que c'est beaucoup plus long que ça. Et donc, il trouve de l'aide dans la personne d'un forgeron du bazar d'Ispahan, c'est ce qui est écrit dans le livre des rois, qui va rameuter le peuple, et donc il va provoquer une révolte, c'est le Spartacus iranien, si vous voulez, et comme signe de reconnaissance, ce forgeron, il avait un tablier, ce tablier, il le met au bout d'une lance, c'est un signe de ralliement, et ils vont renverser donc l'usurpateur, et la chaîne des rois iraniens reprend comme avant. Voilà, je fais simple. Donc c'est un symbole de quoi ? De souveraineté nationale, de révolte populaire pour rétablir l'indépendance nationale ? Alors le forgeron, oui, et donc ce fameux étendard, donc il est porté pendant toutes les guerres jusqu'à ce qu'il y ait une invasion arabe. Ensuite il est mis en morceaux, cet étendard, il est transporté. Mais c'est un mythe très important dans la tradition iranienne. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ça rejoint des mythes universels, des mythes très anciens. Parce que vous avez, dans les anciennes cosmogonies, vous avez la structure, ce qu'on appelle les cosmogonies. Donc, vous assistez à un orage,
l'esprit, les sociétés primitives, comment ils interprètent ça? Ils disent l'éclair, les nuages, la pluie. Le monde connaît la sécheresse. On attend la pluie, mais ça n'arrive pas. On regarde le ciel, on voit qu'il y a des nuages noirs qui sont gonflés, mais la pluie ne descend pas. Et puis l'imagination primitive, ces peuples, ils voient qu'il y a une guerre. C'est clair, on entend le tonnerre, et ils se disent, voilà, donc c'est le dieu du tonnerre qui va, comment dirais-je, venir à bout du monstre de la sécheresse, qui est ce nuage, il le transperce, et la pluie se met à couler. Mais entre les deux, il y a la figure du forgeron céleste. C'est celui qui va forger l'arme qui va permettre au dieu solaire de venir à bout du dieu de la sécheresse. Et ça, c'est la fonction du forgeron. Il va forger l'éclair, en fait, l'arme, c'est le forgeron divin. C'est Thor, du germanique, c'est Phaistos. Hein. Donc ça rejoint des mythes universels. Et il y a la même fonction en Iran, où cette figure populaire, qui est le forgeron, permet, en même temps, quand le roi perse revient au pouvoir, il écrit dans le livre de roi que la nature se remet à verdir, à fleurir. Donc merci pour ces éclairages tout à fait passionnants. Donc c'est un gros ouvrage que vous venez de m'offrir et que je vais lire avec passion. Isfahan, c'est Nesfedjan, la moitié du monde. Moitié du monde. Pourquoi ça s'appelle la moitié du monde, cette ville? Parce qu'on est modeste en Iran. Alors vous avez aussi, je crois, vous portez beaucoup d'intérêt aux chants en Iran et notamment la catégorie des chants patriotiques. Vous avez fait un opuscule aussi qui sont des traductions et une présentation par vous-même des chants patriotiques d'Iran. Ce sont des chants de toutes les époques? Alors, c'est XXe siècle, mais bon, il y en a dans les périodes précédentes. Et il faut savoir que les chants patriotiques en Iran, c'est le summum de la poésie. C'est-à-dire que vous avez l'élite. Hein. Bon, l'élite, alors là aussi, il faut bien s'entendre par élite, hein, parce que selon le signifiant et le signifié, là où géographiquement on se situe, c'est pas la même chose. En Iran, l'élite, c'est des gens du peuple, hein, c'est pas des gens du système. Les plus grands poètes, les plus grands compositeurs et les plus fameux chanteurs, le must de ce qu'ils produisent, c'est un chant patriotique. Vous avez ici, vous avez, admettons, la Marseillaise, hein, qui n'est pas le chant du système. Hein, c'est pas le chant de ceux qui sont au pouvoir. Et en Iran, vous avez plusieurs, au cours du temps, vous en avez plusieurs des chants patriotiques. Et moi, j'ai regroupé une trentaine de ces chants, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et que j'ai traduit du persan en français. Donc c'est un peu des Marseillaises locales, si l'on peut dire. Alors bon, il y en a un en tout cas qui est le plus important, et après donc vous avez aussi, mais alors ils ont une particularité, c'est qu'ils sont chantés à l'extérieur, que les gens chantent à l'université, dans la rue, dans des manifestations. Donc c'est des chants éminemment populaires. Donc publié chez l'Harmattan également, vous avez un autre ouvrage encore qui est un ouvrage que vous avez présenté avec un collectif, en fait. Ce sont des poètes libertaires. Alors, toutes les traductions sont de moi. Toutes les traductions sont de vous. Et il y a 7 grands poètes contemporains que j'ai traduits. Donc, j'ai créé un choix de leurs poèmes, du persan en français. Des poètes d'avant la Révolution et d'après la Révolution de 1979 ? Oui, d'avant et d'après, oui. D'accord. Il y a une différence dans la poésie avant et après Non. Non ? Non ? Non, parce que, si vous voulez, il y a cette chaîne qui... Alors, il y a une évolution. Il y a une évolution, mais il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas la même rupture qu'il y a eu avec le surréalisme. Le surréalisme, du jour au lendemain, on dit bon, on arrête tout, et puis je m'exprime. Après, l'écriture automatique, le dadaïsme, toutes ces choses-là. Et cette chaîne ne s'est pas poursuivie. Alors qu'en Iran, il y a de la poésie moderne, si vous voulez. Mais il y a eu aussi une évolution. Vous prenez par exemple l'exemple de Aragon, qui est vraiment mon modèle. Il a écrit un sonnet cubiste. La structure, c'est celle du sonnet. Il en a écrit d'autres. Il a écrit des poèmes vraiment dans le style... comment dirais-je, classique. Il a écrit des sonnets, il a écrit des épopées, et puis des choses beaucoup plus contemporaines. En Iran, il n'y a pas cette rupture-là. Il y a une évolution. Alors, Reza Afshar-Naderi, vous êtes, comme vous le voyez, tout le monde peut le constater, c'est un puits de science sur les questions, sur la poésie iranienne, mais même aussi sur la poésie française, sur les chants patriotiques, sur l'histoire. Est-ce que aujourd'hui, les jeunes générations en Iran sont toujours dans cette filiation, ou bien est-ce qu'il y a, comme on a pu le constater en Occident, une rupture? C'est-à-dire la situation, en entendant les informations en France, on a le sentiment que le régime est quand même très contesté par les jeunes, par les femmes, etc. Alors est-ce que c'est exact? Est-ce que ça correspond à un malaise? Et au-delà de la contestation politique, est-ce que ça correspond aussi
à la tentation occidentale du monde non occidental, par exemple de l'Iran? Alors, oui, je pense que le monde occidental, c'est un phénomène général. Hein. Il y a une perte des repères par rapport. Bon, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est le jeunisme, les jeunes. On dit qu'il faut être jeune. Et puis, donc, ce qu'on appelle les anciens, qu'est-ce qu'on en garde? Et je vous ai dit, il y a une rupture avec le surréalisme, le dadaïsme, toutes ces tendances. Et puis aujourd'hui, on produit quelque chose, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Mais moi, quand on va parler des sonnets tout à l'heure, j'espère. Mais en Iran, vous avez encore aujourd'hui donc des personnes qui produisent des poèmes dans un moule classique, mais avec des mots d'aujourd'hui. C'est ça l'évolution. Si vous voulez, ces structures-là, la structure du sonnet en France, par exemple, c'est quelque chose qui a mûri. Alors on va faire quoi? On va mettre à la poubelle, on dit on repart sur autre chose. Il y a un savoir en France. Il y a un savoir, peut-être que ça se perd, aussi un savoir technique, un savoir technologique. Donc la poésie, c'est pareil. Donc il y a une évolution. Et donc il faut mais pas de rupture. On ne coupe pas avec le passé. Et le problème du monde contemporain, c'est qu'on veut systématiquement couper avec le passé. C'est vrai en Iran comme en France? Non, en Iran, il n'y a pas ce phénomène de rupture. Il n'y a pas ce phénomène de rupture. Alors peut-être, ça me fait penser à une phrase de Gide qui dit « l'art naît de contrainte ». L'art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. C'est un paradoxe. Mais en même temps, l'art, c'est un phénomène qui permet une forme de survie. Et peut-être qu'en Occident, on a eu la démocratie, on s'est dit c'est gagné, il n'y a plus grand-chose à faire. Et donc, au fur et à mesure, mais c'est un long processus, on ne sait plus voilà, à quoi ça correspond. Oui, l'art est une sublimation, dirait Freud. Oui, oui. Non, Freud, je ne connais pas, mais en tout cas, c'est un langage qui, quand les choses deviennent critiques, on ne peut pas tricher. On ne peut pas donner dans l'esthétique ou ce genre de choses. Alors, vous vivez en France depuis plus de 20 ans. Oui. Vous parlez un français admirable. Alors, je parle aussi un persan très courant. C'est vrai. J'ai un doctorat de littérature persane. Je peux vous lire, si vous voulez, des Razal en persan, par cœur, sans problème. Alors, vous vivez en France, vous vous intéressez à la situation politique en France. Je dis que je vous avais rencontré, nous avions eu une conversation très riche lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. Vous avez également participé à un collectif sur les Gilets jaunes pour faire justement un poème ou une chanson. Et puis, donc ça a été également publié au temps des cerises. Et puis, vous avez vous êtes très, très prolixe, comme je le disais. Vous avez écrit 100 sonnets, c'est assez rigolo. Je dis ça pour ceux qui connaissent l'expression la roupie de 100 sonnets. C'est une vieille expression française. 100 sonnets pour dire l'enfermement par temps de Covid. Alors, ce sont des poèmes que vous avez écrits. Expliquez-nous cette histoire assez incroyable. J'habite à Gentilly. Vous habitez à Gentilly. Tout près de la médiathèque. Oui. Et donc, c'est un endroit que je fréquentais régulièrement. Je vais travailler là-bas. Et puis arrive le Covid, arrive l'enfermement, le confinement. Et je me suis dit, le silence. Et puis, j'aimerais raconter ce qui se passe. Mais alors, ce qui est bien à la médiathèque de Gentilly, c'est que c'est couvert. Il y a de grandes panneaux vitrés. Et je me suis dit, je vais placarder chaque jour un sonnet pour raconter ce qui se passe. Raconter le métro que je vois se balader tout seul, dans le silence, raconter la nature qui revit, il n'y a plus cette pression, raconter le silence, raconter les SDF qui se baladent, raconter mon copain qui vend du kebab à côté, donc qui ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Raconter l'hôpital du Kremlin à côté, avec les soignants, tout ça, des choses de la vie quotidienne, mais dans un moule qui est celui du sonnet. Alors, je placardais tous les jours un. Et puis, où il y avait les Gentilléens, c'est comme ça qu'on appelle, les habitants, ils venaient, ils regardaient là-bas, donc c'était un lieu où on se retrouvait. Et puis, donc, il y a eu rupture du premier confinement. Les bibliothécaires, alors je pensais qu'on allait les enlever, au contraire, ils ont tout pris, donc bien soigneusement, ils ont enlevé le scotch, tout ça, ils ont regroupé. Ils ont gardé à l'intérieur. Deuxième confinement, donc j'ai recommencé la série, je suis allé jusqu'à 100. Et puis, donc, les bibliothèques ont tout récupéré. Ils ont fait une exposition. Et donc, j'ai fait une masterclass, un atelier, où, avec les Gentilléens, on a créé des gens qui n'avaient jamais écrit de sonnet de leur vie, qui n'étaient pas des intellos. On a fait en 45 minutes un sonnet. Donc, c'est pour dire que le classique, ça ne veut rien dire.
Ah oui, vous êtes un militant de la poésie et de son articulation avec l'actualité et la politique. Oui. Ça tenait un peu du Dalcibao, oui, tout à fait. C'est ça, des journaux numéros. On va s'orienter vers la fin de cette émission. C'est quoi le sentiment que vous offre la France? Vous qui connaissez la France depuis longtemps, vous qui êtes né, les 20 premières années de votre vie, vous étiez en Iran. Comment vous percevez l'évolution de la France? Soyez clair et dites. Il y a les Gilets jaunes, ce qu'on ne voyait pas, qu'on voit maintenant. Donc il y a un mouvement, et puis quand les Gilets jaunes, moi j'en connais, celui qui figure dans ce livre, ça s'appelle La Montreuilloise, parce que c'est avec des gens de Montreuil qu'on l'a chanté, puis j'ai découvert un peu ces gens-là qui sortent chez eux, qui s'expriment, et il y a tout. Il y a des gens cultivés, contrairement à l'image qu'on veut donner, et j'en connais aussi. Et puis, pour moi, c'est l'honneur et c'est la fierté de la France que ces gens-là s'expriment et qu'on sorte un système institutionnel où tout est faussé. Les valeurs sont faussées, les formes artistiques sont faussées. Et j'apporte ma petite pierre, ma contribution, parce que, encore une fois, comme je disais, le fait d'avoir un regard de l'extérieur, ça permet de mieux mesurer les choses. Et je pense que tout n'est pas joué. Il y a des choses, il va y avoir une évolution. Et puis, il faudrait que la France renoue avec ce qui, à l'époque, ce qui a fait qu'en Iran, ça avait un impact. Ce qui fait que quand je vais voir un grand poète iranien, et c'est un honneur qui me fait de recevoir Shafi Katkani, encore vivant, et qui me parle de Lamartine, et me dit que Lamartine, c'est le poète qui, en Iran, a eu le plus d'impact. Et il me parle d'un truc complètement dingue. Au sud, dans la région de Kerman, à côté du désert, il me dit que se trouve un savant, un lettré, qui est enterré là, et sur sa pierre tombale est inscrit, il y a une inscription en arabe, il y a des gens qui sont venus le voir, « Ô maître, qu'est-ce qui est écrit ?» Il regarde, et puis il dit « C'est les premiers vers du lac de Lamartine ». Il y a une grande tradition francophile en Iran. Avant l'entretien, vous me disiez que c'était votre grand-père, je crois. Mon grand-père. Qui vous parlait, qui parlait français. Qui parlait français, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds en France. Il n'avait jamais mis les pieds en France. Et il avait appris, vous m'avez dit, le français en lisant la traduction des Mille et une nuits. Alors, il l'avait appris parce qu'on enseignait le français un peu partout. Mais il le pratiquait. Alors, c'était très répandu à Téhéran. J'étais dans un collège de jésuites, de lazaristes. Il y avait l'école Jeanne d'Arc, religieuse, et puis il y avait au lycée un lycée eurasique qui était laïque, mais il y avait cet enseignement laïque, on n'imposait pas la religion. Et donc il y avait cette culture, et cela dit, je vivais avec des Iraniens. Il ne faut pas qu'on s'imagine, parce que je parle un français courant, que je ne parle pas non plus un persan courant. Donc j'étais dans un milieu iranien, mais la culture française était tellement présente elle imprégnait aussi... Mais on en parle à l'imparfait, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Oui, bien sûr, ils ont perdu de leur influence, et puis ça s'est américanisé. Oui, certainement. Oui. On va terminer sur un sujet polémique d'actualité. Certains disent qu'il faudrait interdire les prénoms qui ne sont pas français, et donc avoir des prénoms qui soient tous francisés. Alors, vous vous appelez Reza Afshar Naderi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'étranger, de cette polémique? Qu'on interdise les prénoms français? Non, qu'on interdise les prénoms d'origine étrangère pour imposer des prénoms français. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous-même, vous avez des enfants? Comment ça... Alors, je ne vais pas parler de moi-même ni de ma famille, parce que c'est un peu privé, mais je connais des amis iraniens. L'intérêt aussi, quelque part, du système français, du passeport, ceux qui sont nés en France, il faut voir si c'est des personnes qui sont nées en France. Est-ce qu'ils vont vivre en France? Parce qu'on peut très bien naître en France, de parents français, mais est-ce qu'on va rester en France? Est-ce qu'on ne va pas vivre dans un autre pays? Alors comment on fait dans ce cas-là? Donc il y a une multiplicité de possibilités. Mais d'abord, le passeport français, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir 3 prénoms. Donc on peut avoir un prénom, d'origine étrangère, persan, arabe, et puis des prénoms français. Et puis après, les enfants décident. Donc il faut voir aussi l'évolution. Personne n'est jamais venu me dire pourquoi tu t'appellerais ça. Et pourtant, j'en fais beaucoup pour la culture française. Contre les Français eux-mêmes. Oui. Vous défendez peut-être mieux la culture française que certains Français en matière de poésie. Oui, en tout cas, je fais partie d'une association de journalistes qui défend le patrimoine. Je peux vous dire que je suis le seul
spécialisé dans le patrimoine immatériel, en l'occurrence la poésie française. Alors, voilà, donc je pense que c'est un peu une question de prénom, c'est une question d'application. Voilà, une question en fait d'insertion, d'amour pour la culture de la France ou pas. Oui, puis de système de valeurs aussi, voilà. Parce que bon, c'est pas seulement la poésie de Rimbaud ou de Verlaine, donc c'est un système de valeurs au quotidien. Le rapport de l'homme et de la femme, par exemple, le respect de l'autre, le respect de la parole de l'autre. Et puis, oui, c'est quelque chose qu'il faut intégrer au quotidien d'abord. Et puis aussi, je pense, comment dirais-je, les racines. Ça, c'est important aussi. Les racines qui évoluent. Donc, si je vous comprends bien, vous verriez bien que, par exemple, des personnes d'origine étrangère venues en France, soit eux-mêmes, soit leurs enfants, puissent avoir à la fois un prénom d'origine qui témoigne de leurs racines et puis un prénom français et qui puissent jouer au fur et à mesure, au cours de leur vie. Moi, j'imposerai personne. Je pense qu'il faut déjà que ceux qui dirigent ce pays établissent le système des valeurs. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on va ? Absolument. Il faudrait déjà que la France soit dirigée par des gens qui aiment la France. Qui aiment la France et qui puissent en parler. Ouais. Là, on a un président, j'apprends jamais rien de lui. Il y a un problème quand même. Quand il parle, j'apprends rien de la France. C'est terrible ce que vous venez de dire, mais c'est tellement juste. Merci Reza Afshar Naderi.